Bon, on a fait le flop 15, on s'est bien énervé. Si on passait au top 15 maintenant. Enfin, avant de faire le top 15, on va quand même parler de 5 mentions honorables. Première mention honorable, Ant-Man et la guêpe. Parce que je suis un pourri de chez Marvel et donc ça m'aurait fait chier de ne pas citer le seul Marvel du MCU de cette année. Même si j'avoue qu'il est le plus faible de ce qu'on a eu de cette année en termes du MCU. Est-ce que ça veut dire que les autres films du MCU sont dans le top 15 ? Peut-être. Deuxième mention honorable, Spider-Man A New Generation. Et c'est la première fois que je mets un film dans une mention honorable pour gueuler dessus. Parce que ce film, tout le monde m'a cassé les couilles avec Spider-Man A New Generation. Alors que ce film, c'est comme le Spider-Man de Sam Raimi. C'est un film qui se contente de bien lécher les boules aux comics. Alors que ceux qui ont défendu le film sont pour la plupart des gens qui disent « Ah, faut pas trop se rattacher aux comics ». Eh bah putain mon cochon. En plus, il va falloir m'expliquer votre problème avec le MCU si vous avez aimé ce film, parce que fin de service, le principe du film est un fin de service. L'humour est omniprésent et coupe parfois des moments dramatiques. D'ailleurs, en termes de fin de service, le Docteur Octopus aussi. Scénario de divertissement, pareil. Et voilà. Enfin, je veux dire, toutes les composantes que vous reprochez au MCU, on retrouve dans Spider-Man New Generation. Troisième mention honorable, Jurassic World Fallen Kingdom. Alors, à la base, j'avais pas spécialement envie de le mettre. J'avais pas spécialement envie de défendre ce film. Mais le shitstorm, la tempête de merde qui s'est pris dans la gueule, est pour moi vachement exagéré. Oui, ce film a des défauts. Oui, il y a une scène dans ce film qui m'a fait crisper au niveau du scénario. Oui, le dernier acte du film est globalement pas très bien maîtrisé. Mais il y en a qui ont appelé ça le pire film. Il y en a qui le foutent ça dans des flops. Vous êtes sérieux, les gars? D'accord, Jurassic World Fallen Kingdom a beaucoup de défauts, mais il a aussi quand même pas mal de qualités, il faut le reconnaître un petit peu. Quatrième mention honorable, Dans la brume. Parce que c'est un film de science-fiction français et qu'il faut encourager ce genre de film, surtout quand ils sont de bonne qualité comme ça. D'accord, le réalisateur est québécois, mais le reste est français. Du coup, Dans la brume, il faut en parler. Cinquième mention honorable, La forme de l'eau. Je me sentais obligé d'en parler de celui-là. Parce que si j'en parlais pas, j'allais m'en vouloir. Et ça reste un excellent film de Guillermo del Toro. Ça reste un très bon conte à la Guillermo del Toro. C'est-à-dire avec un côté malsain. C'est un film très bien, mais qui n'a pas trouvé sa place dans mon top. Déjà que j'ai dû faire une grosse concession dans le top, comme nous allons le voir tout de suite. Rainbow Dash! I can't hear you! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Numéro 15. Born on the wrong side of the ocean. Aquaman et Black Panther. Un film du MCU et un film du DCCU qui sont tous les deux à égalité dans le top. Je crois que je vais provoquer une guerre dans les commentaires. Mais oui, il faut dire ce qui est. Aquaman est un excellent film, j'ai trouvé, et Black Panther l'est tout autant. J'ai essayé franchement de départager les deux. J'ai essayé de me dire lequel est le mieux au final. Je n'y arrive pas. Non mais je vous jure, parce que c'est la première fois de ma vie, quand j'établis un top, que je fais un tableau comparatif entre les deux films pour voir lequel des deux j'ai préféré exactement. Alors, le truc c'est que, pour ce qui est du traitement des personnages, Black Panther l'emporte largement, parce que ce soit... Alors,
C'est plus serré au niveau des héros principaux parce que Aquaman et Black Panther sont tous les deux des super-héros très intéressants. Ce qui fait gagner Black Panther, c'est son implémentation dans son univers cinématographique. Dans Civil War, il était très bien introduit et on a une évolution logique dans Black Panther, alors que Aquaman a été mais ignoble dans Justice League, et là il est charismatique, mais Justice League a vachement handicapé Aquaman. Et même si les persos secondaires dans Aquaman sont insupportables et que les persos secondaires dans Black Panther sont super géniaux, par contre en ce qui concerne la mise en scène et les scènes d'action, là cette fois-ci c'est Aquaman qui l'emporte largement. Les scènes d'action dans Black Panther étaient illisibles, et au niveau de la mise en scène, comme je l'ai dit, la mise en scène de Aquaman est beaucoup plus narrative. C'est-à-dire que la mise en scène d'Aquaman, ça commence d'abord comme un Marvel. Le premier acte est comme un Marvel, puis ensuite on a un second acte qui est beaucoup plus Indiana Jones, quand Aquaman se rend compte qu'il s'est fait botter le cul, et en dernier acte, on est vraiment dans du DC tel que on pouvait l'avoir dans Man of Steel ou Batman vs Superman, je trouve. Et pour moi, ça symbolise l'évolution du personnage de Aquaman. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ce qu'on n'a pas dans Black Panther. La mise en scène n'est pas très évolutive du personnage dans Black Panther. Mais les scènes d'action, dans Black Panther, elles étaient illisibles. Et dans Aquaman, elles sont super bonnes et super créatives. Pour ce qui est de la musique, c'est Black Panther qui l'emporte parce que Aquaman cède beaucoup trop de fois au rap et aux musiques pop. Alors que Black Panther s'est vraiment donné une esthétique dans sa musique de tribu africaine. Pour ce qui est de la thématique profonde, j'ai préféré Black Panther parce que Black Panther aborde le sujet du racisme, il aborde des thématiques profondes avec un méchant extrêmement intéressant avec Killmonger, tandis que Aquaman c'est beaucoup plus dans le test de l'écologie et c'est vachement survolé. Pour ce qui est des décors, j'ai beaucoup hésité mais j'ai préféré ceux d'Aquaman. Le scénario par contre, c'est Black Panther. Le scénario c'est Black Panther parce que même si l'évolution de Aquaman est intéressante, je trouve que l'évolution de Black Panther est beaucoup plus intéressante et surtout qu'elle apporte, comme je l'ai dit, des thématiques profondes avec une suite logique des événements, avec une très bonne implémentation dans son univers et avec aussi une meilleure justesse dans l'écriture, je trouve. Par contre, pour le montage, Aquaman était beaucoup plus efficace et beaucoup plus esthétique et l'univers dans le film de Aquaman m'est paru beaucoup plus intéressant que l'univers uniquement dans le film Black Panther. Voilà, en faisant le comparatif, les deux tombent à égalité. La seule chose qui pourrait faire la différence, c'est par rapport au MCU et DCCU, et ça donnerait l'avantage à Black Panther. Mais ce serait injuste par rapport à Aquaman, parce que on peut pas blâmer James Wan des conneries qu'a fait DC et Warner. Du coup, j'ai pas pris ce caractère en compte. Bref, Black Panther, Aquaman, tous les deux dans mon top 15 à la même place. Numéro 14. Wonder Wheel. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts pour mettre ce film dans mon top. Parce que Woody Allen a été accusé et c'est prouvé maintenant. Il a été condamné pour avoir fait des attouchements sexuels sur sa fille. D'ailleurs, ça va me permettre de rebondir sur une grosse connerie que j'ai entendue de la part de Anal Génocide. Enfin, Moisi. C'est un gars, il s'appelle Moisi, mais il se fait appeler Anal Génocide. C'est dommage parce que ce mec a des phrases assez intéressantes au niveau philosophie. Par contre, il ne peut pas s'empêcher d'être méprisant, il ne peut pas s'empêcher de faire de l'ad hominem, il ne peut pas s'empêcher de faire des insultes sur le physique. Et ça, je trouve ça juste insupportable. Et pour moi, il a sorti, mais alors une putain de grosse connerie, ce mec. C'est oui, alors Woody Allen se fait emmerder parce que parce que soi-disant il aurait touché sa fille. Non, mec. Woody Allen ne se fait pas soi-disant emmerder. Il est accusé, c'est un fait réel, ça a été prouvé. Il a fait des attouchements sur sa fille. Alors toi, tu es du genre à pardonner aux pédophiles, c'est ton problème. Mais factuellement, même dans ta philosophie, il dit il faut surtout pas faire de la morale d'esclave. Factuellement, c'est dans les faits, Woody Allen a violé sa fille. Point final. Mais malgré tout, j'ai quand même aimé Wonder Wheel. Par contre, petit conseil, ne l'achetez pas, n'allez pas le voir au cinéma, téléchargez-le. Comme ça, si ça vous intéresse,
vous pouvez voir le film sans donner de l'argent à Woody Allen. Numéro 13. Pentagon Papers. Parce que s'il n'y avait pas eu un film de Steven Spielberg, ça aurait pas été moi. Très bon film, très intéressant sur l'incident du Watergate et tout ce qui a entouré Pentagon Papers et le journal autour. Mais je me demande où se trouve Ready Player One. Numéro 12. Tu as laissé ton cœur mourir. Break. Film très intéressant sur le breakdance que j'ai trouvé très touchant et que j'ai trouvé artistiquement très bien abouti. Numéro 11. Les frères Sister. Alors, je vais vous dire un truc, les histoires où les liens fraternels sont au centre de l'intrigue, ça fait toujours quelque chose. Ça me tient toujours à cœur. Je suis très sensible aux histoires fraternelles. Toujours est-il que même sans ça, les frères Sister restent un très bon western où nos deux personnages principaux sont très bien dépeints. Numéro 10. A Star is Born. Shallow, shallow, in the shallow, shallow. Oui, je me suis laissé happer par A Star is Born. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé la relation entre Lady Gaga et Bradley Cooper très touchante. Les musiques sont bonnes. Elles perdent en qualité au fur et à mesure du film, mais c'est fait exprès pour montrer l'évolution de Lady Gaga dans le milieu. Du coup, il y a une logique qui s'opère. Mais j'ai beaucoup adoré la bande son du film. J'ai adoré la relation entre Lady Gaga et je trouve qu'en plus cette dernière a fait un effort énorme pour. Je sais pas si elle est actrice de base, mais elle joue quand même très bien. Elle assure beaucoup Lady Gaga, je trouve, dans ce film. On peut ne pas aimer sa musique, mais en tant qu'actrice, elle joue bien. Numéro 9. Is this the real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Évidemment qu'il allait être dans mon top, celui-là. Queen. Je suis désolé, Queen. Mais ça m'embête un peu. C'est un peu facile de m'avoir avec le groupe Queen. En même temps, j'y ai réfléchi et non, c'est pas un film qui se base uniquement sur les musiques. C'est un film qui me raconte beaucoup sur les origines des chansons, sur comment les chansons ont été créées. Apparemment confirmé par Brian May. D'ailleurs, ça va me faire penser, c'est le troisième youtubeur que j'attaque dans ce bilan. Non, monsieur In The Panda, les films ne sont pas toujours dans un même cycle, c'est pas toujours, il se passe un truc, ils chantent la chanson, ils veulent pas qu'on la chante, ils la chantent quand même. Non, c'est pas que ça. Il y a une histoire autour de la création de Queen, il y a une histoire autour de la création de chacune des chansons, de la façon dont Freddie Mercury a sombré Voilà, et c'est autorisé par Brian May. Alors peut-être que pour toi, la vie d'un gars qui a vécu auprès de Freddie Mercury, qui a vécu dans le groupe Queen, peut-être que pour toi ça te fait chier, mais je considère que ce gars a quand même un tout petit peu plus de confiance de ma part plutôt que les documentaires que tu as pu regarder. Et pour ta remarque, on va te faire gay mais pas trop, c'est vrai qu'il n'y a pas tout un arc scénaristique où on montre Freddie Mercury fréquenter le milieu gay. Non mais ça m'énerve le bashing que ce mec a fait autour de Bohemian Rhapsody. Alors que Bohemian Rhapsody, ça reste un film très intéressant, avec une très bonne performance de Rami Malek. Ça c'est quelque chose que personne ne peut enlever, c'est que Rami Malek en Freddie Mercury a super bien pris le personnage, c'est juste génial. Et voilà, moi j'ai Bohemian Rhapsody, c'est oui.
Numéro 8. Au soir d'orage, ne crains rien. Rémi sans famille. Vu mon rattrapage du mois de décembre, vous vous doutiez qu'il allait y être. J'ai été donc touché par Rémi sans famille. J'ai trouvé ce film extrêmement touchant, tout en restant, mais pas tire-larme, c'est ce que je veux dire, pas tire-larme comme l'était le dessin animé par exemple, et comme l'est sûrement le livre. Je n'ai pas lu le livre original, mais j'ai trouvé que ce film arrivait à être dur sans trop en faire. Je me base que sur la série dessin animé, hein. La série dessin animé, pour moi, en faisait beaucoup trop. Alors que là, Rémi, c'est la famille, les personnages continuent à s'en prendre plein la gueule, mais dans des proportions plus réalistes, je dirais, ce qui rend le tout beaucoup plus sympathique. Donc voilà, pour moi, Rémi sans famille, bah c'est un excellent film. Daniel Auteuil est super. L'acteur qui joue l'enfant, qui joue Rémi, est génial aussi, tout comme l'actrice qui joue la petite fille en chaise roulante. Tout le monde est super bien, les décors sont super bien retranscrits. Ce film arrive à être poignant. La dernière scène avec Vitalis, elle m'a fondu le cœur, quoi. Elle m'a vraiment arraché des larmes, quoi. Numéro 7. L'extraordinaire voyage du fakir. Vous voyez, je parlais des feel good movies. Ben, ça, l'extraordinaire voyage du fakir, c'est un film où on se sent bien à la fin. C'est un véritable feel good movie. C'est un film où voilà, tu le regardes, à la fin tu te sens bien, t'es enchanté, les personnages sont super bons, ils sont tous super attachants, ils sont tous super touchants. La scène de la danse dans la boîte de nuit, elle me fait aussi rire que qu'enchantée. Il y a une explosion de couleurs dans ce film qui arrive quand même à traiter de thématiques plutôt dures. J'ai trouvé ce film juste génial en fait. Il m'a pris très rapidement dedans. Il y a une explosion de couleurs. J'ai trouvé la fin extrêmement poétique. Ça m'a serré le truc. Je me suis dit putain, mais je pense qu'il n'y avait pas une manière plus parfaite de terminer ce film. Et pour moi, l'extraordinaire voyage du fakir, c'est une explosion de musique, c'est une explosion de couleurs. Et c'est une explosion où, si tu te sens pas bien, vaut mieux voir l'extraordinaire voyage du fakir. Numéro 6. Le retour de Mary Poppins. Hey, supercalifragilistique. Non, je vais pas vous refaire la musique. Ah, le retour de Mary Poppins. Qu'est-ce que je peux dire de plus que dans ma vidéo des rattrapages? Ça m'a happé. J'y allais pourtant pas gagnant sur ce film. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore, Disney? Ils ont repris une suite. Mais c'est une suite tellement pertinente. C'est une suite tellement géniale. Le film a réussi à me ramener en enfance rien que la première chanson a réussi à me ramener et en plus, il y a toute une thématique sur le deuil. Il y a des chansons, ils m'ont fait chialer de ouf. Il y a une chanson qui m'a fait pleurer, notamment, je vous dis pas laquelle, mais qui parle du deuil en général, qui parle du fait que c'est pas parce qu'on a perdu quelqu'un que quelqu'un est parti. Donc voilà, et c'est une thématique mais voilà, ça m'a fait pleurer. Ce film a réussi à me faire chialer, il a réussi à me faire rire. Petit défaut autour du méchant de Colin Firth, qui était pas foncièrement obligé, qui je trouve est un ajout de trop. Ils ont quand même réussi. Il y a aussi les clins d'œil des anciens acteurs de Mary Poppins que j'ai trouvé génial. Alors au départ je pensais que Meryl Streep faisait juste un caméo, puis quand j'ai appris que c'était un des personnages du film, je me suis dit c'était elle. Mais putain, mais elle est vachement grimée. Ça prouve que ça marche, ça prouve que c'est une excellente actrice, Meryl Streep. Il y a plus à le prouver depuis longtemps d'ailleurs.
Mais Emily Blunt, qui avait un énorme point joué, c'était reprendre le rôle de Mary Poppins. Elle a super bien capté le personnage. Juste génial. J'ai trouvé ce film une excellente suite à un excellent Disney. Il fallait le faire et pour moi, le pari est réussi. Numéro 5. Hérédité. On va passer de l'enfance à de l'horreur. Je crois que je peux pas faire une meilleure transition. Ce film est un malsain. Mais c'est horrible. Je repense à cette scène de ce film et je me suis dit, mais putain! Il est tellement efficace dans le malaise, il est tellement efficace. Il y a pas de jumpscare. Je me souviens pas de jumpscare dans le film. Mais il est tellement efficace sur tous les points. Oh la vache. Ne serait-ce que l'idée du bruit de la bouche, là. Qu'on entend tout le long du film, qu'on entend à un certain moment du film, et qui à un certain moment prend une tournure malsaine, je me dis, mais non, mais c'est pas censé y avoir ce bruit. Le travail sur les plans. Le travail sur les plans qui est juste génial, parce que en plus ça se sert le scénario est servi par la mise en scène, parce que dans le scénario la mère de la famille, elle tient elle fait des maquettes, et il y a des tas de plans dans ce film qui font énormément penser à des plans de pièces de maquettes, et pour jouer notre perception sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux, c'est génial. Et les scènes de fin, les scènes de fin où tu ne perçois pas la menace au premier coup d'œil et qui prend son temps pour qu'enfin tu vois qu'il y a un truc qui va pas et que quand tu regardes t'es en mode oh putain, mais c'est génial, cette capacité du film à te mettre sous le nez la menace sans que tu la voyes, mais que quand tu la vois tu te dis putain de merde, je l'avais pas vu. Et c'est con, mais ça joue énormément sur le mouvement, ça joue sur la dynamique. En fait, le plan dont je parle, j'ai pas envie de le spoiler, mais en fait, si on ne voit pas la menace, c'est parce que le mouvement fait, la caméra, le plan, la mise en scène fait exprès que l'on se concentre sur le mouvement et que le mouvement fait en sorte qu'on ne capte pas la menace tout de suite, parce que quand on voit du mouvement, on regarde le mouvement évidemment, et il faut que le plan dure, il faut que le plan soit dans la longueur pour qu'enfin, quand on voit la menace, on se dit putain de merde, t'étais là depuis le début. C'est génial, mais c'est malsain. Oh la vache. Je ris, mais c'est nerveux. En général, dans un film d'horreur, quand je suis flippé au possible, quand j'ai énormément peur, je me mets à rire parce que je me suis dit, t'as pas le droit de me faire ça. C'est un mécanisme de défense, mais oh la vache, le stress que m'a mis ce film. Oh, c'est génial. Pour film d'horreur, je vous le conseille vraiment. Numéro 4. Black Klansman. Qui, pour moi, est le meilleur film de cette année à parler de racisme. À parler de la problématique des racismes des années 70 pour l'identité noire, de comment certains mouvements Black Power se sont soulevés, quelles ont été les raisons, comment on peut changer efficacement le système. La réponse, c'est travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément racistes et qui peuvent t'aider. C'est la réponse qu'apporte ce film et qui pour moi est un excellent film pour parler du racisme, et le pire c'est qu'il le fait de manière humble. Et enfin, il ne le fait pas de manière extrême. Ce que je veux dire, c'est que dans un film con comme je dis au hasard American Nightmare 4, hein, on fait exprès de séparer, de faire en sorte que les ethnies ne se croisent pas. Voilà, qu'il peut pas y avoir une personne d'une autre ethnie gentille ou méchante, selon quelle ethnie on veut mettre en avant.
C'était l'un des meilleurs exemples qui est présenté dans ce film. Naissance d'une nation. Naissance d'une nation où tous les blancs c'était des gentils, même le Ku Klux Klan, et où tous les noirs c'était des primates pervers sexuels, et qu'en fait la méchante principale c'était une mulâtre, une métisse. Et je trouvais que BlacKkKlansman, pour moi, c'est pas ce genre de film. Pour moi, BlacKkKlansman, c'est un film qui parle du racisme, qui dit des faits, mais qui les dit de manière à ce que qui te le dit en te disant, mais voilà, en prenant du recul. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. C'est un film qui prend du recul, tout en traitant de façon dure son sujet. Ça peut être rien, prendre du recul sur un sujet. Ça peut paraître bizarre que je tienne à ce qu'un film qui parle de racisme, d'homophobie ou quoi que ce soit ne dise quand même pas que tout le monde était dans le même panier. Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler être le gars, ça y est, il veut on dise que les blancs étaient comme gentils. C'est pas ça. C'est que pour moi, un film qui fait ça, c'est un film qui prouve qu'il arrive à prendre du recul sur son sujet. Et quand un film prouve qu'il arrive à prendre du recul sur son sujet, il prouve qu'il a traité son sujet sérieusement. Et pour moi, BlacKkKlansman a très bien traité son sujet. Il a très bien joué les cartes du racisme dans ce film. Il a très bien... Et le pire, c'est que des fois, il utilise les codes du racisme, mais dans un humour, mais extrêmement cynique envers un racisme qui c'est juste jouissif. La scène du téléphone où t'as le chef du Ku Klux Klan qui dit « Ouais, non, mais vous savez quoi, j'ai tout de suite compris que vous étiez un homme bien parce que vous ne parlez pas comme un nègre. » Et que le gars, le héros au bout du film, « Allez-y, dites-moi comment ça décrit un noir qui parle. » Et en fait, t'as tout le commissariat qui se marre parce que le gars, en fait, il se rend pas compte qu'il parle à un mort depuis tout à l'heure et il se fait totalement couillonner. C'est génial, c'est génial. Ça montre aussi le problème qu'il y a eu de racisme systémique aux États-Unis. Je dis, en France, il me semble que les problèmes de racisme sont beaucoup moindres que ce qu'ils ont là-bas. Pour ça, c'est très hors contexte de prendre des codes aux États-Unis et de les ramener en France. Parce que je trouve qu'en France, je sais pas, apparemment, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai compris, le racisme aux États-Unis est beaucoup plus violent que le racisme qu'on a en France. Ce qui n'est pas impossible. Et vraiment, aux États-Unis, on a vraiment de cas de flics qui tabassent, qui tuent noirs, et il y a plein d'affaires qui ressortent là-dessus. Et qu'apparemment, c'est monnaie courante. Donc, aux États-Unis, il y a un souci là-dessus, c'est certain. Je pense pas qu'il soit en France, mais toujours est-il que voir un film qui parle de ça, qui en parle intelligemment, pour moi, c'est un excellent film. Et pour moi, BlacKkKlansman, c'est un excellent film à montrer à beaucoup de monde pour comprendre les enjeux du combat contre le racisme. Les vrais enjeux du combat contre le racisme. D'où on vient, voilà. D'où on vient niveau racisme. D'où on vient dans ce terme-là. C'est un film très important pour moi. Pas seulement pour moi. Pour le combat antiraciste, BlacKkKlansman est très important. Numéro 3. La promesse de l'aube. S'il était sorti en fin d'année, ça aurait été très certainement mon numéro 1. La promesse de l'aube, comme je dis souvent dans mes tops, chaque année, il y a un film français qui se démarque du lot. Il y a un film français qui arrive à être touchant, qui arrive à donner, mais vraiment une histoire belle, une histoire génialissime. Quand j'ai commencé mes critiques, le film qui avait fait ça, c'était Nous trois ou rien. C'était en 2015. Est arrivé ensuite Le Secret des banquises en 2016. En 2017, on a eu Au revoir là-haut. Et cette année, pour moi, le film français qui est le véritable carton coup de cœur, c'est La promesse de l'aube. Donc, qui raconte l'histoire de Romain Gary, qui établit franchement la relation entre Romain et Gary et sa mère est tellement touchante et elle est tellement réussie. Le film s'est basé sur ça et le film a vraiment réussi.
et ça rend le retournement final encore plus crève-cœur. Et c'est vraiment un film touchant, un film poignant, un film rempli de tension à certains moments, qui n'oublie pas d'être drôle. À beaucoup de moments, le film reste quand même très drôle. Pour moi, ce film te tient sur toute la longueur. C'est juste génial. Pour moi, la promesse de l'aube, c'est resté un énorme coup de cœur de l'année 2018. Numéro 2. Avengers Infinity War. Bah oui. Bah oui, j'allais mettre ce film-là en numéro 2. Évidemment. La consécration. La concrétisation de 10 ans de saga. 20 films. 20 films, mesdames et messieurs. Le MCU a réussi à tenir 10 ans en 20 films et à nous sortir Avengers Infinity War. Il est arrivé à nous sortir un film de 2h45, à intégrer 24 personnages qui étaient déjà présentés avant, mais à intégrer 24 personnages qui arrivent à nous donner de superbes interactions entre eux. Thanos! Mais best méchant ever, Thanos! Mais il est génial! De toute façon, le film, ne fallait surtout pas qu'il le foire. S'il foirait Thanos, il foirait le MCU. Et pour moi, Thanos, mais... Oh la vache, je m'attendais pas à ça. Parce que je m'étais renseigné un peu sur les motivations de Thanos dans les comics. Et je me suis dit, mais c'est totalement débile. Plaire à la mort, c'est quoi ça? C'est quoi son truc là? Plaire à la mort, c'est débile. Mais avec la motivation qu'ils lui ont donnée dans le MCU... Waouh. Putain! Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais en fait, son plan, il est débile. Pourquoi il multiplie pas les ressources? Pourquoi il y a des tonnes de manières? Pourquoi ils se sont obligés de tuer tout le monde? Enfin, de tuer la moitié des personnes de chaque univers. Mais c'est qui, il est fou? Ben oui. Ben ça paraît facile comme explication, mais on n'arrête pas de le dire. Le mec a pété un plomb. Il a pété un plomb tellement fort que pour lui, maltraiter ses filles, maltraiter des filles qu'il a adoptées, c'est les élever avec amour. C'est pour ça qu'il pleure, c'est pour ça il dit que Gamora croit au départ qu'il n'aime que lui-même. Non, il aime Gamora comme sa fille, il l'a élevé comme sa fille, il aime sincèrement. Simplement, pour lui, maltraiter sa fille, c'est bien l'élever. Parce qu'il est fou. Parce qu'il a pété un plomb et ça rend ce personnage tragique. C'est un personnage qui à la base n'avait pas de mauvaise motivation. Ce qu'il voulait, c'est que chaque peuple de chaque planète puisse vivre avec les ressources nécessaires dans la prospérité. Mais il a tellement pété les plombs qu'il se dit, mais pour ça je vais tuer des gens. Je vais faire des génocides. Et c'est même pas un méchant, je vais tous vous buter. C'est un méchant qui reste humble. C'est un méchant humble, c'est un méchant, il se bat contre Iron Man, il a défoncé Iron Man, et quand même il lui fait, j'espère que vous êtes bien combattus. J'espère que sur Terre, ils se souviendront de vous. Oh, Thanos Senpai. J'adore ce personnage. J'adore. Quand il se prend le truc de temps. T'aurais dû viser la tête. Je suis désolé, je fanboy total. Mais il est génial. Mais la PLS qu'il fout à Hulk au début. La PLS qu'il lui fout au début. Le machin, il commence à défoncer. Allez, maintenant tu t'endors. Il arrive à tellement le foutre en PLS que Hulk veut plus jamais sortir. Mais c'est génial. Mais j'ai adoré. Ah, je suis désolé, mais... Waouh. Mais c'était... Et ça n'empêche pas les autres personnages de briller. Tous les scènes d'action, ils arrivent à briller dans toutes les scènes d'action aussi. Tous les personnages ont leur moment.
Ça aussi, arriver à équilibrer tout ça. Arriver à faire un film qui se passe dans tellement de lieux, avec tellement de personnages, sans que tu te perdes. C'est génial. Mais toutes les scènes d'action, toutes les scènes, il y a plein de scènes iconiques dans ce film. Même les personnages secondaires, même tertiaires, je sais plus comment ça s'appelle là, les 4 fils de Thanos là, les 4 enfants de Thanos sont eux-mêmes charismatiques au possible, surtout le moine là qui dit au départ vous allez avoir la chance d'être terrassé par maître Thanos. C'est génial. J'adore. Oh, putain, mais c'est le mec, la pluie de météorites, il transforme une lune en putain de pluie de météorites. Mais c'est génial, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah. Oui, alors je suis désolé s'il y a des pros d'ici qui vont dire ah mais il y a pas de thématique profonde, ça fait pas de thématique, les mêmes qui crachent sur Aquaman maintenant. Oh, je suis désolé pour vous, mais moi tu me mets un personnage Thanos qui est un personnage tragique, qui est à la fois tragique et badass, bah moi j'achète. Moi excusez-moi, hein, c'est pour ce genre de choses que je suis pro Marvel. Oh. Ah, putain. Ah, excusez-moi, je viens de fanboyer. Mais j'ai tellement été pris dedans. Et pourtant, j'y allais pas gagnant. C'est encore une fois, Infinity War, c'est un film, j'y allais en me disant, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Mais ils vont jamais pouvoir faire un film cohérent. Ils vont jamais pouvoir faire quelque chose. Bah, ils l'ont fait. Ils m'ont fait fermer ma gueule. Ils m'ont fait dire, très bien, bah maintenant c'est possible de le faire. C'est possible de le faire maintenant. Putain. Et ça m'a hypé pour Endgame. Moi, un des films que j'attends le plus cette année, c'est Avengers Endgame. Moi, je veux voir ce qu'ils vont faire. Déjà, je veux voir comment ils vont conclure l'arc Thanos, parce que je pense que ça sera pas la fin du MCU, mais ce sera la fin de l'arc Thanos. Peut-être, alors, une théorie comme ça, ce sera peut-être la fin du MCU tel qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'arc crossover, il n'y aura plus d'arc Avengers, enfin, il n'y aura plus d'Avengers. Les films Marvel pourront respirer sans... Il faudra surveiller la cohérence entre les uns des autres, mais je pense que le MCU va se libérer du concept de crossover, des Avengers, tout ça, avec Avengers Endgame. De toute façon, Avengers Endgame, s'il y aura la fin de Captain America, qui est le capitaine des Avengers, je pense très sincèrement que ce sera... on a souvent reproché au MCU d'avoir des problèmes de liberté artistique. Je pense qu'Avengers Endgame va être la fin et où ils vont pouvoir laisser respirer les artistes. C'est peut-être que moi, mais je pense qu'ils vont se diriger vers ça. Pour le reste, et excusez-moi, mais je suis totalement hypé. J'attends Endgame, mais je l'attends, viens! Je t'attends! Ah. Et il est que numéro 2. Rainbow Dash! I can't hear you! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Et le numéro 1 du top 15 de l'année 2018 est... Ready Player One. Alors, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec le fait que je mette Ready Player One. Parce que l'histoire pour eux est simpliste au possible. Le scénario est simple. C'est comme Avatar, le scénario était simple. Je suis d'accord, il prend pas trop de risques. C'est vrai qu'on peut trouver ça dommage, par exemple, que la fille principale, l'héroïne principale, soit une jolie fille, alors qu'ils auraient pu accentuer le fait qu'elle soit un peu déformée, ou qu'elle ne respecte pas les canons de beauté. C'est vrai que c'est dommage. Je suis totalement d'accord. Mais bordel de merde. Ready Player One. Le film,
c'est une claque visuelle à chaque seconde. Ça commence avec la course-poursuite. Ça commence même pas avec la poursuite. Ça commence avec la présentation de l'Oasis. Première claque visuelle. Deuxième claque visuelle, la course-poursuite. Pas la course-poursuite, la course. Troisième claque visuelle, le bar. Quatrième claque visuelle, Shining. Cinquième claque, le bataille finale. Sixième, ça enchaîne les claques dans ta gueule. Je peux pas dire plus. Niveau effet spécial, niveau mise en scène, niveau maîtrise de la caméra, ce film est une claque à tous les niveaux. Et il y a des esprits chagrins, des petits cons qui n'ont pas vu Ready Player One. C'est toi que je vise, Mister Mea. Tant qu'à faire, autant défoncer tous les youtubeurs. Hein. Vous voulez qu'on se trouve sur un ring MMA, les youtubeurs ciné? Bref, y en a qui ont dit ouais non, si Spielberg fait le truc en 3D, c'est parce que il ne sait pas faire, il ne sait plus faire les bons plans en plan réel. T'as Steve après fait, tu veux voir un bon plan réel? Prends ma bière. Il te fait un plan séquence pour te présenter l'habitat du héros. Hyper maîtrisé, hyper léché. Juste génial. Ah! Alors, il y en a qui ont voulu juger le film par rapport à l'affiche. Ça, c'est Mister Mea qui a fait ça tout le long, mais il est complètement con, ce mec. Tu juges pas un film par son affiche publicitaire, connard! Excusez-moi, je suis violent, mais c'est parce que... Oh, il m'a énervé. Allez. Il y en a aussi qui gueulent pour le nombre de références à d'autres éléments de la pop culture. Alors déjà, je suis désolé, mais Spielberg a déjà retiré plein de références à ses propres films parce qu'il ne voulait pas faire de l'autopub. Déjà, on respecte un peu. Et puis, secondo, là où c'est putain de fort, là où pour moi Ready Player One devient le numéro 1. Parce que c'est un très beau spectacle visuel. Je dis visuellement, c'est une claque à tous les niveaux. Scénaristiquement, ça reste simple, les personnages restent simples. Mais là où il est fort, c'est que chacune des références qu'il fait a un message. Rematez-vous Ready Player One. Et ne regardez plus seulement les références, ne regardez plus les clins d'œil à la pop culture. Déjà, c'est logique. C'est logique qu'il y ait toutes ces références à la pop culture parce que c'est créé par un geek. C'est créé par un geek qui a vécu, qui est resté dans les années 80-90. Donc forcément, forcément, si vous pouviez faire un univers dans ce genre, évidemment que vous allez prendre un personnage existant qui vous a marqué, une icône de la pop culture. Minecraft, ça vous dit quelque chose? À peine on a pu customiser les skins, c'est des parties là-dedans. À peine on a pu le faire qu'on a déjà fait ça. Donc c'est logique que ce soit plein de références à la pop culture. Mais surtout, c'est qu'aucune de ces références n'est gratuite. On n'a pas mis une référence pour... Il n'y a pas une seule référence qui est là pour faire cool. Et ça, en fait, il y a une réplique dans le film qui le dit. Il y a une réplique qui vous dit de regarder au-delà. Pourquoi la réplique préférée de David Hallyday, c'est la réplique de Lex Luthor dans Superman. Et c'est quoi cette réplique de Lex Luthor dans Superman? C'est, il y en a qui vont lire Guerre épée de Tolstoï et qui vont y voir qu'un simple fait divers. D'autres vont lire la notice d'un papier de chewing-gum et vont y lire le secret de l'humanité. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous dire. Ça veut dire regarder au-delà que de la simple référence. Ne regardez pas seulement la référence, parce que ça aussi, le con là, qui disait, ouais, à un moment donné, il dit, c'est la moto d'Akira. Mais réfléchis un peu. T'as même pas vu le film, alors déjà ta gueule. Mais en plus, chaque référence est réfléchie. Chaque référence a un message. Chaque référence est appropriée avec la situation. Pourquoi le méchant utilise Mechagodzilla? Parce que le méchant utilise les éléments de la pop culture et il les copie pour les dénaturer. Et Mechagodzilla est une copie dénaturée de Godzilla.
qui est une icône de la pop culture. C'est génial. Pourquoi la référence à retourner en arrière? Parce que on retourne dans le temps, c'est retourner dans le passé par un glitch. Et donc, la meilleure façon de remonter dans le temps, c'est on revient en arrière. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a mis une DeLorean pour la voiture du héros. C'est parce que scénaristiquement, c'est un retour en arrière pour gagner. Mais c'est génial. Et que pour explorer pour trouver la solution, le gars va explorer les archives, il va explorer des données temporelles. Le gars, le film n'arrête pas. Il n'arrête pas. Pourquoi utiliser le Breakfast Club? Bah tout simplement parce que le Breakfast Club, à la base, ça parle d'un petit groupe de rebelles. Et que le méchant essaie de copier, mais qu'il n'arrive pas à comprendre la vraie nature du truc. C'est ça, Ready Player One. C'est pas seulement de très beaux visuels avec un scénario simple et des références. C'est un visuel qui te donne des claques à chaque occasion, qui a un scénario simple mais cohérent, et qui a un message dans chacune de ses références. Dans chaque chose qu'il référence, il a un message. Et c'est génial. C'est juste brillant. Et c'est pour ça que ce film est numéro 1 dans mon top. Parce que j'ai compris qu'après le film, j'ai compris que en lisant des trucs, qu'en me renseignant un peu, quand je me suis rendu compte de ça, mais je me suis dit, mais c'est Spielberg. Bah ouais, mon film préféré de cette année, depuis le temps que je fais le Spielbergologie, il fallait bien que ça tombe un jour, hein. Mais mon film préféré de cette année, c'est Ready Player One. Voilà. Alors que vous soyez d'accord avec moi, c'est votre avis, hein. Mais voilà, ça... On a terminé avec mon top 15. Je crois qu'on a fini. Ça m'a fait du bien de parler de tous ces films. On se retrouve pour mes attentes de 2019.